Bonsoir Alex. Bonsoir Julien. Aujourd'hui donc on va odieusement les titiller sur une nouvelle pédale. La tape préamp de chez FX Teacher. Coming up. Au final, on va surtout parler d'écho à bande aujourd'hui. mon cher Julien. Ouais, parce que ta petite nouvelle là, elle s'appelle Tape Préamp. Ça a peut-être un petit lien quand même. Ça veut pas dire tape ton préamp jusqu'à ce qu'il fonctionne. Au cas où il y en a qui comprennent Ça pas veut trop. plutôt dire préamp à bande. Et en fait, c'est pas le préamp qui est à bande, c'est le préamp d'un écho à bande. J'avais tellement de jeux de mots à te donner, mais je me dis que c'est peut-être pas bien le bon endroit, T'inquiète, quoi. non, voilà, c'est... Sur YouTube, il n'y a pas de jeu de mots de toute façon. Non, jamais. Donc voilà, on va se regarder ça. Et puis on va se regarder ça. On va s'écouter ça plutôt. Ouais, même. c'est ça. Ah, on va s'écouter Il y ça, a ouais. eu mieux comme transition. Ouais. Donc, la grande histoire de l'écoplex. Ouais, ok, on est entré là. Tout commence par Monsieur Ray Butts. Ok. Ok ? Ouais. C'est de lui que vient, tu connais peut-être le délai Tell-Ray. C'est T-E-L-R-A-Y. lui. D'accord. Parce que, if you find something, you tell Ray. C'est parce que c'était lui qui dirigeait l'équipe de chercheurs pour développer, et c'était un écho à Oil Can. On est encore dans cette T'as époque. essayé de développer à une époque. Ouais, pour un certain Jack Pour Blanc. un certain Jacques Leblanc. Jacques Et donc, Leblanc. Ray Butts, notre ami Ray Butts, est un accordéoniste Ok. qui tient un magasin de musique dans l'Illinois. Donc nous sommes dans les années 50, l'accordéon c'est encore à la mode puisque on joue beaucoup de la polka. Et donc Ray Butts dans son magasin, il propose des services de fabrication de matériel ou de réparation de matériel. Ok. Un client vient le voir en 52, Ah, 1952. quand même. Le client en question est fan de Les Paul. Ok. Les Paul, le guitariste. Pas encore En la 52, guitare. ouais. Donc, Les Paul, à l'époque, vient d'inventer son New Sound, Ok. qu'il obtient tout simplement en passant d'un magnétophone à bande à un autre. Le principe, donc, il enregistre sa rythmique sur un magnétophone, Ouais. il lit la rythmique en jouant par-dessus, et il enregistre le résultat sur un autre magnétophone. Ok. Il lit ce qu'il vient d'enregistrer en rejoignant une partie par-dessus, et il revient sur le premier magnétophone. Ouais. Et il invente le multipiste comme ça en faisant des allers-retours entre deux magnétophones. Avec plein de pertes au fur et à mesure. Avec plein de souffles, plein de pertes de la pêche et des aigus. Et ça, tu vois, parce que là je sens ton mépris pour les grands anciens qui nous non. précèdent. Si, je t'ai vu, Ah, pas non, le non. contraire. Ça, Les Paul en était tellement conscient Ouais. qu'il prévoyait à l'avance quelle partie allait être enregistrée en dernier pour garder le plus de grave et de dynamique possible sur la dernière partie. Ce qui fait qu'il faisait sa partie de basse à la fin. J'ai compris. Malin, le mec, quand même. Ils sont doués. Attends. Bah ouais. Avec peu de moyens, ils font quelque chose d'énorme. C'est ça. Donc, ce qu'on appelle le sound on sound, empiler du son par-dessus du Ouais. son. Donc, Ray Butts a pour mission de proposer ça à son client. Évidemment, c'est complètement impossible sans matériel de studio hyper élaboré. Mais malgré tout, Ray Butts donc se lance dans la fabrication d'un écho à bande. Ouais. Il choisit donc de la bande 3M plastique à l'époque. Ok. Et il sort donc son ampli, l'Echosonic. Le Ray Butts Echosonic, Ouais. qui est donc un ampli avec un magnétophone à bande, enfin avec un écho à bande intégré. Ok ? C'est le début de l'écho à bande. C'est le Accessible. premier écho à bande tout court. Oui, parce qu'au final, c'était un jeu de magnéto. Puisque avant Ouais. c'était un Ouais. jeu de magnétophone Ouais. de studio. Là, c'est la première fois que on fait une. Comment dire ? C'est la première fois Une qu'on fait intégration. une machine Ouais. Entière. conçue pour cet Ouais, effet. c'est ça. Et pas juste comme un. Oui, donc il y a eu Un déjà la side prise de effect. conscience qui est énorme. C'est ça. Finalement, c'est ça le plus important. Exactement. Et après, c'était Donc, la course à l'armement, quoi. L'Echosonic, il y en a eu 70 à peu près. En quelle année 54, le premier 54. Echosonic. Ah oui, d'accord, ça date encore, ouais. Donc Ray Butts les fabrique tous à la main, un par un. Ouais. Il y en a encore à l'heure actuelle qui circulent. Ok. Le premier qui vend, enfin le deuxième, après son client Ouais. qui lui avait fait la commande, c'est à Chet Atkins. Ah oui, d'accord. En fait, donc en 54, il va à Memphis. Ouais. Il trouve Chet Atkins dans l'annuaire. Ouais.
il l'appelle et Comme il ça. lui vend son Ecosonic. Tiens, au fait, j'ai quelque chose pour toi. Voilà, et Chet Atkins s'en sert pour l'enregistrement de Mr. Sandman. Son troisième gros client, enfin son deuxième gros client et son troisième client, c'est Scotty Moore, le guitariste d'Elvis Presley, qui l'achète en 55. Donc sachant que les enregistrements Sun d'Elvis commencent en 54, on l'a pas dès le début. Donc les premiers slapbacks qu'on entend sur les premiers albums, enfin sur les premiers singles d'Elvis chez Sun, c'est Sam Phillips qui trafiquait son magnétophone. Mais à partir de Mystery Train, on entend vraiment cet ampli-là. On entend ce rebond sur la guitare de Scotty Moore. Donc à partir de là, ça commence à se savoir qu'ils font ça. Et évidemment, tout le monde en veut, mais Ray Butts étant une toute petite entreprise, il n'est pas capable de les manufacturer. Donc c'est là qu'arrive un autre personnage qui s'appelle Mike Battle. C'est lui que j'avais vu sur le site de Cataline Bread. Bien sûr. Voilà, dans les années 60 du coup. Donc 59. 59, ouais, c'est ça. Mike Battle qui est électronicien. Ouais. Mike Battle, en fait, le génie de sa création, c'est de séparer l'écho du reste de l'ampli. Oui. Donc c'est une deuxième prise de conscience. C'est une deuxième prise de conscience. C'est ça. Et donc, c'est comme ça qu'il invente l'Ecoplex. Ouais. Donc le premier Ecoplex, c'est Mike Battle, et il en fabrique 500 pour commencer. Ouais. Et il vend son design à Maestro, non ? Chicago Musical Instruments. Ok. Chicago Musical Instruments, qui est un grand groupe de marques, dans lequel on trouve Gibson et donc Maestro. D'accord. Puisque c'est le même propriétaire. Déjà groupé à l'époque. Absolument. Ok, parce qu'aujourd'hui ça appartient à Gibson, Maestro. Oui, tout à fait. Mais je savais pas que dès le début ça l'était. Ah si, bah la fameuse première fuzz, la Maestro FZ1, c'était Gibson. Donc, effectivement, ça sort sous le nom Maestro Ecoplex. Ouais. C'est ce qu'on connaît a posteriori sous le nom de EP1. Puisque, évidemment, quand ça sort, ils l'appellent juste Maestro Ecoplex. Oui, bien sûr. Ils vont pas l'appeler EP1, puisqu'ils connaît l'histoire pour les tonnes EP2. Donc, l'idée, l'EP1, c'est préampli à lampe et écho à bande. Ok. Ensuite, milieu des années 60, il y a l'EP2. Toujours à lampe, il me semble, non ? C'est le même, mais avec un bouton en moins. Fin des années 60, 1970, on a donc l'apparition des amplis à transistors, avec les custom et les Sun et tous ces amplis à transistors mais qui sonnent. Et donc, prise de conscience du fait que, encore une fois, que le transistor permet plus de fiabilité, plus de prévisibilité, moins de remplacement de parties, enfin de pièces. Et donc le P3 fait son apparition en 70 et il sera fabriqué sans discontinuer jusqu'en 91. Quand même. Donc ça fait 21 ans de P3. Donc ça explique aussi que ce soit très largement le plus répandu. En plus du fait que le P1 et le P2 étaient beaucoup plus fragiles. Et puis donc le P3 c'est vraiment l'écoplex par excellence. Et il se trouve que beaucoup de grands guitaristes l'utilisent essentiellement pour son préampli. C'est-à-dire que, évidemment, on l'entend pour faire de l'écho chez plein de guitaristes, mais des gens comme Jimmy Page, des gens comme Ritchie Blackmore, comme Eddie Van Halen, ou même comme Eric Johnson plus récemment. Brian May, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Il avait son treble booster plus souvent, mais il a aussi l'écoplex, mais qu'il utilisait plus pour de l'écho. Enfin, Brian May, de toute façon, c'est compliqué, par définition. Mais voilà, si c'est assez bon pour Eric Johnson sur son album où il a le plus beau son du monde, c'est forcément assez bon pour nous. Et si tu veux, je prends cet exemple parce que Eric Johnson, récemment, il y a encore 4 ou 5 ans, amenait encore un EP3 en tournée. C'est beau ça. Sans la bande. Ah oui, carrément. Donc vraiment, genre la grosse boîte, genre les gars, je veux pas entendre parler de vos pédales, moi j'ai ça et je sais que ça marche. Donc c'est dire à quel point, rien que pour un petit préampli, il y a un vrai côté fétichiste qui s'est développé autour de ça. Et puis, ça tu vas nous l'expliquer mieux que moi, le préampli de l'Ecoplex de l'EP3 a un côté un peu magique d'ouverture des harmoniques
évidemment on a du mal à enlever une fois qu'on y a goûté. Alors, À toi de nous expliquer ce qu'il y a ok. dedans. Bon, alors du coup, pour continuer dans ton histoire, on arrive en 2020. On arrive en 2020. Déjà avant ça, on arrive en 2009 Ouais, et une marque californienne du nom de Xotic c'est l'EP Booster. sort une pédale qui s'appelle l'EP Booster. Ça, c'était en 2009. 2009. L'exotique, ouais, ça. Donc ils l'ont pas touché depuis. Ouais. Et par contre, ils ont palpé du dollar depuis en le vendant au monde entier et à sa sœur. C'est le standard absolu, le P-Booster. Ils en ont vendu des millions. Ouais. J'exagère à peine. Ouais. Et on le voit sur tous les boards des pros. On le voit même caché en dessous, en buffer. On le voit et même ainsi sur le de bord de suite. Swan. C'est ça. C'est quand Incroyable. même bien la preuve que, Incroyable. effectivement, il y a un truc important là-dedans. J'ai pas la date pour le MXR préamp. Le micro-amp. Non, du coup, le Ah, l'Ecoplex complexe préamp. préamp. Ça doit être... Parce qu'ils ont racheté les droits, j'imagine. Ils ont racheté les doigts. Les Ça doigts. doit être 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. D'accord. Peut-être même un peu plus récemment. Peut-être un peu Faudrait plus récemment, vérifier, mais en tout cas, c'est assez récent. ouais. Bon. Parce qu'il faut savoir que c'est pas MXR, c'est Dunlop. Oui, c'est Dunlop, pardon. Puisque, en fait, Dunlop rachète plein de marques. Ils ont d'ailleurs racheté MXR, justement. Ils ont racheté Way Huge. Ouais. Ils ont racheté Crybaby. Ouais. Ils ont racheté Univibe. Oui, c'est vrai. Ils ont racheté Authentic Hendrix. Et donc, ils ont D'accord. racheté effectivement Ecoplex. Donc, ils font à la fois le délai et le préamp, mais ils n'ont pas sorti de réplique de l'Ecoplex. Donc, pour une réplique de l'EP3, en fait, Y a pas. y a pas. À la limite, faut se tourner vers l'Ecofix. Si Ouais. vous aimez bien les belles choses. Ouais, l'Ecofix. On en a fait une vidéo. Vous risquez d'aimer. Et d'ailleurs, c'est un préampli de P3 dans l'Ecofix. Ouais, t'es sûr de ça? En tout cas, c'est Ça y ressemble, en tout cas. un JFET. C'est un et JFET, ouais. Ils disent dans la littérature officielle que c'est inspiré d'un Parce certain que- Ecoaband. Justement, maintenant on arrive en 2020. On arrive en 2020. Ouais, super année 2020. Génial, vraiment Alors bah tiens, à justement, refaire. justement 2020 c'était le retour de Loïc. Parce qu'en fait Loïc on l'avait eu en stage, je crois 2018 ou T'es en 2019. train de dire qu'il n'y a pas que de la merde en 2020, c'est ça? Ouais mais attends, pour lui justement, début de son stage, on savait pas quand est-ce qu'il allait démarrer Eh à oui. cause du Covid. Et son travail, on l'avait embauché exprès pour travailler sur le delay. Donc le job de Loïc c'est quand même de nous développer un putain de bon delay. La fameuse Utopia V2, Voilà, il arrive en qui 2020. apparaîtra en 2027. Il arrive comme ça, il est trop chaud et tout, on fait plein de recherches, et à chaque fois qu'il avance, un composant disparaît. Un composant disparaît, un composant disparaît. On tape 2 ans de recherche, non, 1 an et demi. 1 an et demi de recherche sur le delay. Il arrive avec un prototype parfait et tout, pour à la fin me dire, bon bah Alex, en fait on peut rien faire. J'ai ni les microcontrôleurs pour le tap tempo, ni les BBD pour te faire un fucking BBD Tu veux vintage. dire avec les problèmes d'approvisionnement Plus rien. Ouais, d'accord. Plus rien du tout. Je lui dis, bon bah c'est bien Donc Loïc. t'avais le circuit ultime, On a une pédale qui déchire, on a un prototype qui déchire. mais qui est pas fabricable à grande échelle. On a même, je vais te dire, 6 prototypes. On a fait 6 cahiers des charges différents, ils sont tous mortels. Mais on peut rien en faire. Très bien. Voilà. On a développé toute une gamme, on a réfléchi Ils de sont ouf. peut-être à vendre sur le site Reverb de Palf Non, à 700 € pièce. oh, pff, c'est pas suffisant. T'imagines 1 an et demi d'ingénieur, ce que ça va Ouais, coûter? remarque, oui, t'as raison. Bon, il y a eu cette discussion sur l'Ecoplex, sur les Ecoaband finalement, parce que voilà, Space Eco, Ecoplex, même EcoRec on a analysé, qui Mhm. n'est du coup pas à bande mais à disque. à disque. On a analysé tous ces engins-là pour leur préamp. Le problème qu'on a, c'est que on est sur des systèmes capricieux. Les Mhm. systèmes capricieux, il faut les apprivoiser. C'est un peu comme quand on travaille avec toi, Julien. Tu vois, t'es pas manageable. Non, Impossible. Il y en a qui Non, ont non. essayé, ils ont eu des problèmes. c'est pas pour rien Voilà. que je suis plus employé par qui que ce soit. Non, d'ailleurs. non, vaut mieux laisser tomber. Par contre, on sait un peu comment t'approcher parfois quand on te connaît. Oui, Et ben, c'est un peu pareil avec les bandes. ou quand je suis payé suffisamment. C'est ça. Eh ben, les bandes, elles sont capricieuses, elles veulent pas toutes les fréquences. Mmh. Elles vont pas te restituer toutes les fréquences. Elles vont faire un peu à leur sauce. Mais elles font bien. Mmh. Ça rappelle quelqu'un quand même. Ouais, ça... Voilà, c'est pas mal. c'est ça. Ouais. T'as ce que t'as, ce sera bien, mais t'as ce que t'as. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ils ont dû développer de l'électronique autour pour, en quelque sorte, contrecarrer ces effets-là. Uh-huh. Sauf qu'ils l'ont pas fait parce qu'au final, ils y arrivaient pas. C'est la physique. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne voit plus de bandes. Je vais y revenir Ouais. là-dessus. Bref, on a du coup des préamps qui ont un son vraiment bizarre
parce que le système autour est mal fait. Mhm. Et donc, pourquoi on aime ça? C'est parce que personne d'autre ne voudrait développer ce genre de son, ça ne sert à rien. Ouais, je vois. Donc c'est quelque chose de mauvais, mais qui sonne trop bien. Comme le treble booster aussi, pareil. Exactement, le treble booster, on cherchait à défoncer une entrée avec beaucoup d'aigus, parce qu'on n'a plus d'aigus, bah voilà. Mhm. Donc là, pour moi, le préamble d'un Echoplex, si je devais lui donner une description sur sa sonorité, je dirais qu'il va te donner un côté un peu granulé, Mhm. un peu sombre, et en même temps qui va faire pétiller quelques harmoniques. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire? Les bandes, à un moment, on a arrêté. Mhm. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intelligent à faire? Ils ont vu notre technologie de merde, le BBD. Alors, faut savoir que les deux ont coexisté pendant longtemps quand même. Bah tu me dis 90, la fin de l'EP3, oui, ça a dû arriver avant le... Ah bah le BBD. Memory Man, il était là bien c'était avant. genre 80, Oh oui, oui, même 80-ish. je dirais fin 70. 170, pas plus. Hein. Et le DM2 de Boss, Pareil. Ouais, c'est Ils sont début tapés sur la 80. bourre, C'est sur ça. 80. Bah, Donc il y a eu bien 10 ans de coexistence, oui, sachant qu'en même temps, à peu près à la même époque, on a aussi les premiers racks numériques qui font leur apparition. oui, bon là à l'époque ça marchait pas. Ah bah c'est du 8 bits. C'était Ouais, dégueulasse. mais c'est un grain. Oui, quand même. Oui, c'est un gras, c'est vrai. Bon, le BBD avait aussi beaucoup de défauts. Le fameux Bucket Brigade. Le Bucket Brigade, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Donc pareil, tu as une approche un peu similaire, on coupe tous les aigus dans le Mhm. BBD, on a des systèmes de compandeurs qui permettent de traiter ton signal pour qu'il rentre au bon niveau, pour pas que ça sature trop, mais quand on est malin et un peu vicieux, on fait saturer, parce que c'est là que c'est sympa. Bien sûr. Donc voilà, le BBD a été quand même un système très proche de la bande, de par son manque de fonctionnalité finalement. Et alors, est-ce que l'effet de modulation est inhérent au BBD ou est-ce qu'il est rajouté? C'est rajouté. C'est rajouté. C'est rajouté. Pour justement imiter le wow and flutter de la bande. Exactement. C'est ça. C'est le fait que la bande était un peu desserrée. Parce que c'est ça qui est beau sur un Memory Man, c'est Ouais. cette légère modulation. Ça a été toujours rajouté. C'est une D'accord. modulation qui va faire bouger. C'est comme si tu avais un petit lutin qui bougeait ton time. Ils ont fait électroniquement Très le bien. petit lutin. Ouais, je vois. Et ensuite est venue la technologie PT2399. D'accord. Encore une technologie qui a quelques défauts, mais toujours moins. Tu vois, on évolue dans les défauts. Ça, ce serait quelle pédale la première à utiliser ça? Alors la première, je dirais, moi dans mes connaissances, ce serait la Mad Professor d'Iblue Delay. D'accord. Mais je pense qu'il y en a eu d'autres avant. Le Ok. PT2399 est un analog voiced, Ouais. c'est-à-dire que tu as une puce qui fait un retard numérique, avec une qualité à revoir, donc un grain. Mhm. Mais par contre, tout le filtrage est analogique. D'accord. Donc ce qui fait que ça reste quand même un truc de DIY, tu vois, de boutique. Mhm. Mais ça manque de chaleur. Ouais. Et après, si on continue notre petite histoire, on a eu différents DSP. Et alors, On peut arriver dans Strymon et compagnie. ce qu'on appelle chaleur, souvent, en fait, c'est se branler. Enfin, c'est un terme de branlette pour enlever des aigus. C'est exactement ça. Donc on a trouvé le PT2399 ultime. Uh-huh. Et pour nous, c'est pas suffisant. Il manquait un petit quelque chose. Je vais t'en parler. Alors, le PT2399 Ultime, il n'est pas encore sorti. Ok. On vous l'annoncera bientôt. Mais ce qui nous faisait chier en ce moment, c'est qu'on n'avait pas le tap tempo, parce qu'on n'a pas de microcontrôleur. Mhm. Apparemment, il y en a des nouveaux, on va refaire l'étude. Bref. Ce qui manque dans le PT2399... Ouais, parce que la Utopia, Ouais. ça me fait mal au cul de dire ça, mais elle sonne quand même pas mal. Oui, Donc, si c'est pour sortir aussi bien, c'est pas la peine. c'est ça. En fait, on peut faire un peu mieux, mais il faut le tap tempo pour moi. Ouais. Il faut le tap tempo. Où on avait des idées un peu folles, je te garde ça de côté. Ça va te plaire en plus. Ah. Mais pour arriver à... c'est de l'auto-oscillation? C'est dans l'idée, mais avec un peu de slapback, tu verras. Tu verras. Ils ont pas entendu, j'espère. Non, t'inquiète. Donc, ce que je te disais, c'est que pour faire un écho à bande, il manque le préamp. T'es obligé d'avoir un fucking préamp. Ouais. Et donc, toutes les études de Loïc se recoupent. Oui, en fait, parce que moi, tu vois, je me permets de t'interrompre, Vas-y, mais vas-y, on fais. va reprendre Loïc. Ouais. Viens par là, Loïc. En fait, moi, alors, je suis quelqu'un de compliqué dans ma tête, Je savais pas. et tu vois, moi, je vois préamp sur un effet, Ouais. je me dis, c'est de la merde. Ah ouais, carrément. Parce que, par exemple, quand j'étais petit, j'avais la XP100 Wamiwa de Digitech, Ok. et tu avais un petit potard à côté de l'entrée, de niveau d'entrée,
Ouais. Et donc, soit t'étais pas assez fort et dans ce cas-là, tu perdais tout ton son, soit t'étais un peu fort, mais dans ce cas-là, c'était carrément de la distorsion numérique dégueulasse. Oui, mais c'était en numérique, quoi. Oui, c'est ça. C'était ça Mais le problème. du coup, j'ai été un peu traumatisé par ça, c'est là que je voulais en venir. Et du coup, au début, quand j'ai vu genre les échos à bande, je me suis dit, mais pourquoi ils font chier à mettre un préampli ? Moi, je veux juste l'effet écho. Mais en fait, c'est ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que ça fait de toute façon partie du son et que même on essaierait, en fait, ça marcherait pas électroniquement d'avoir un écho à bande s'il n'y avait pas un préampli pour lui envoyer dans sa sale gueule. Tu te rappelles quand Loïc travaillait sur le BBD, il était venu timidement te faire tester un proto. Oui, c'est vrai. Tu lui avais dit que c'était pas terrible. J'ai été diplomate. Bah, t'as été sympa. Et à un moment, il te dit, attends, tu sais, il est revenu genre 2 heures après. Au fait, Julien, j'ai un réglage en plus. Et là, il te sort son truc qui fait saturer le préamp du BBD. Et là, tu dis, bah voilà, c'est ça qu'il fallait, mon loulou. Bah oui, bien sûr. Et en fait, on en est là. Ouais. Et donc, nous, on est dans cette période où les BBD, pour être très transparent maintenant, sont tous fabriqués en Chine. C'est Xvive qui les fabrique. D'accord. Ou la boîte de un truc pas cher chez Thomann. Alibaba. Non, vraiment les trucs genre Harley Benton, les moins chers. C'est pas Harley Benton, c'est un autre. Donc déjà, quand vous achetez du BBD, maintenant, c'est vous faites travailler des usines chinoises. Et... Tu aimes le monde de merde dans lequel on vit. Voilà. Encourage-le. Enfin si vous voulez acheter du... Je crois que c'était Panasonic à l'époque, c'est peut-être 50 € la puce. Loïc l'a fait parce que c'est un pignoleur de première. Mais bon. Ce qui est complètement con, parce que t'achètes un AD9 Ibanez d'occasion, ça vaut 100 balles. Oui, je sais. Non, mais et t'en as 2 dedans, quoi. Oui, mais du coup, c'est la puce chinoise. Ah non. Si. Un vieux. Un vieux, ouais. Vieux, parce que ça fait longtemps que les Chinois ont envahi le marché. Ah oui. Ça fait longtemps que tout le monde se sert là-bas. Deuxième truc, Covid est passé. Xvive et Cool Audio n'ont toujours pas de stock d'ici la fin de cette année. Ils nous ont envoyé un mail disant qu'ils commençaient à en avoir, peut-être. Et ils ont doublé, voire triplé les prix. Et de toute façon, Boss a tout acheté pour la Waza DM2. Quel est l'intérêt de continuer à alimenter ça, quoi ? Ouais. Donc moi, je suis en train de me dire, c'est le but de ce board, et après on va présenter la pédale. Je suis sûr qu'avec un PT 2399 et un préamp de qualité, on te fait mieux que le BBD. J'ai une question très con. Dis-moi. Et je suis reconnaissant d'écouter mes questions très cons. Oui. Est-ce qu'on peut pas fabriquer un Bucket Brigade en France ? Alors techniquement, tout est possible. Après, qui a envie de se lancer là-dedans, quoi ? C'est que ce serait pas rentable. Tu me diras peut-être que le Bucket Brigade est l'exemple de choses rentables à faire. Ouais. Mais disons que je connais une seule start-up qui s'est mise dans le silicium il y a pas longtemps. C'était les nanologues audio. Je sais pas si t'as vu ce truc. Ils ont développé une petite puce silicium qui simule qui crée un nouveau type de clipping. Ok. La boîte a fermé. Voilà. Voilà. C'était ça l'épilogue. C'était ça l'épilogue. Merde. Donc personnellement, je me lancerai pas là-dedans. Pour avoir travaillé chez NXP, l'équipe dans laquelle je bossais coûtait 1 million à l'année. Ouais. Et chaque proto coûtait 200 000 €. Ouais, d'accord. Voilà, bon. Faut savoir ce que tu fais, quoi. Ouais. Tout ça pour avoir une brigadier en moins bien, quoi. Alors justement, le DSP, tu vois, ok, voilà. Tu peux faire des choses géniales avec le DSP. Pour autant, t'as eu une volante. Oui. T'as eu un écho fixe. Enfin, tu as un écho fixe. D'ailleurs, tu ne crois pas si bien dire, c'est que la volante a un préampli analogique. Bien sûr, heureusement, c'est ce qui change tout. Hier, on a testé la timeline, voilà, on a fait des tests. Moi, je veux me rapprocher de l'écho fixe. Personnellement, c'est mon objectif. Voilà. Bah, pour le reste, il y a on laisse le numérique au numérique, le plugin, machin. Ils font des choses extraordinaires. Bien sûr. C'est un besoin différent finalement. C'est celui qui veut se passer du hardware et des contraintes du hardware et qui veut la chose facile. Voilà. Donc l'écho à bande, une sacrée recherche. Moi, je te propose qu'on écoute ça. Je te propose qu'on joue et on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. Il y aura peut-être une suite si vous êtes sages. S'ils ont envie, quoi. S'ils ont envie, ouais. S'ils mettent dans les commentaires. Voilà, de toute façon, il y aura une suite, mais... Ah, voilà. mais voilà. Donc je te fais écouter la Utopia sans le tape préamp. Elle est bien quand même, mais on va un petit peu s'ennuyer. Et puis voilà. Attends, par exemple...
Tu la veux comme ça? Déjà, moi j'aime bien, j'avoue. Bah, la Utopia, quand même, on s'est fait un petit peu chier. Ouais, Mais tu vois... Je crois que je l'ai pas aimé parce que j'avais autre chose en tête. Oui. Mais je crois que, en fait, c'est pas une mauvaise pédale. Merci. C'est bien, on la vend depuis 2016 en paquet, en wagon, mais merci Julien, ça y est. Mais je sais que t'as préféré souvent la Carbon Copy. Ouais, mais en fait, elle a ses mérites. Tu sais ce qui est bien avec le PT et qu'on va du coup annuler, c'est les aigus. Que tu n'as pas dans la Carbon Copy de base. D'où la Carbon Copy Bright. Voilà. Oui, je vois. Et donc, en fait, il va falloir être malin sur cette histoire de combinaison des deux. Bon, je te mets la tape préamp.